Montréal, 1983. Dans le quartier italien de Saint-Léonard, un homme en costume 3 pièces sort discrètement d'une boulangerie. À première vue, rien ne le distingue des autres hommes d'affaires. Pourtant, Vito Rizzuto vient de prendre une décision qui va changer le visage du crime organisé au Canada. Ce jour-là, dans l'arrière-salle du Café Milano, il a scellé un pacte avec les Hells Angels. Un marché simple. Les Rizzuto fourniraient certaines marchandises, les motards s'occuperaient de leur distribution. Ce qui semblait être un partenariat comme un autre allait devenir la plus redoutable alliance de l'histoire québécoise. L'organisation des Rizzuto était une organisation très structurée. Le sergent Laurie McDougall suit à la trace la mafia canadienne depuis des années. On le voit ici dans le procès de Beniamino Zappia, accusé par la justice italienne d'avoir tenté de blanchir 600 millions de dollars à travers plusieurs pays pour le compte du clan des Rizzuto. En 2003, quand on a commencé notre enquête, on a observé une personne qui arrivait de l'Italie. Cette personne est Beniamino Zappia. Le sergent McDougall l'a suivi à au moins 6 reprises à Montréal, notamment au quartier général du clan Rizzuto, le club social Constanza, où la police avait caché des micros et des caméras. Oui, c'est le monsieur assis en arrière à la droite. Il m'a vu dans le corridor ce matin. Quelqu'un m'a identifié pour lui. Non, il m'a vu de nombreuses fois, mais il ne l'a pas réalisé. Je l'ai souvent suivi au Canada. À Rome, le sergent McDougall racontera pendant des heures comment l'organisation Rizzuto est devenue puissante. Tout le monde avait peur des Rizzuto. Tu ne défiais pas l'organisation Rizzuto. Ils étaient trop puissants. Vito n'était pourtant pas le mafieux typique. Contrairement au vieux parrain qui régnait par la peur, lui parlait 5 langues, voyageait avec un passeport diplomatique et préférait les tableaux de maître aux armes traditionnelles. Son père, Niccolo, lui avait appris une leçon. Pour contrôler une ville, il faut d'abord contrôler son port. Et quel port! Montréal devenait ainsi un point stratégique pour certaines importations venues d'Amérique du Sud. Des cargaisons arrivaient cachées dans des conteneurs de fruits ou de meubles. Les autorités savaient, bien sûr, mais Vito avait d'un atout maître. Son réseau s'étendait des cercles judiciaires aux douanes, en passant par certains hommes politiques. Pourtant, ce stratège hors pair avait commis une erreur. En armant et finançant les Hells Angels, il croyait contrôler des exécutants. Il avait en réalité réveillé une force incontrôlable. Année après année, les Hells Angels se sont structurés avec une précision déconcertante. Chaque ville avait son chapitre, chaque chapitre ses spécialités. À Montréal, les nomades géraient les affaires principales. À Sherbrooke, les membres contrôlaient les axes routiers stratégiques. À Vancouver, ils entretenaient des relations internationales. À 7 heures de Montréal, chemin faisant vers la Gaspésie, se trouve Cossapscal, un village d'un peu plus de 2000 habitants situé au fond d'une cuvette, formée par les montagnes de la vallée de la Matapédia. Le village revendique le titre de capitale québécoise de la pêche au saumon, une industrie touristique qui fait vivre une partie de la localité pendant la haute saison et attire des touristes étrangers fortunés. Cossapscal pourrait aussi se vanter d'avoir vu naître l'un des criminels les plus rudes du Canada, Maurice Mom Boucher. Le Hells Angels, le plus connu du pays. Disons que ce n'est pas le type de notoriété qu'espère le village. Maurice Boucher, leur figure emblématique dans les années 90, incarnait cette double vie. Le jour, ce père de famille semblait un citoyen ordinaire. La nuit, il supervisait des opérations complexes. Sous son règne, les Angels ont innové. Véhicules blindés, sociétés écrans à l'étranger, infiltration des institutions. Leur système de taxation aurait impressionné n'importe quel fiscaliste. Chaque indépendant devait reverser un pourcentage pour opérer sur leur territoire. Refuser signifiait disparaître. Des centaines de petits acteurs ont ainsi alimenté sans le savoir l'expansion du réseau. Pourtant, cette organisation bien rodée allait rencontrer une opposition inattendue, les Rock Machines. Ce groupe rival, soutenu par des intérêts concurrents, refusait de se soumettre. Le conflit qui allait en découler plongerait le Québec dans une période sombre. Quelques années plus tard,
un autre groupe prendra la place des Outlaws dans une guerre ouverte aux Hells Angels. La deuxième guerre, que j'appellerais une guerre des gangs entre les Hells Angels et ce qu'on a appelé les Rock Machines. Au départ, quand on parle de crime organisé, on peut penser qu'il y a beaucoup de joueurs et plusieurs personnes qui souhaitent se partager une tarte. Et à un certain moment donné, il y a peut-être eu beaucoup de gourmandise du côté des Hells Angels qui ont voulu s'accaparer le territoire en entier. Ça n'a pas nécessairement fait l'affaire de la mafia italienne, certainement pas non plus du gang de l'Ouest. Ça n'a pas fait l'affaire de ceux qui étaient à l'intérieur de l'Alliance. Ça explique pourquoi il y a eu effectivement un début de guerre. À l'époque, en 2000, lors de l'enquête, on avait justement trouvé et saisi une carte de la ville de Montréal qui était clairement définie. Tout a basculé un soir d'août 1994. Dans un bar de Verdun fréquenté par des Hells, une explosion retentit sans avertissement. Bilan, 3 morts, dont 2 clients innocents. Le message des Rock Machines était clair. Les règles du jeu avaient changé. La réponse ne se fit pas attendre. 3 jours plus tard, on découvrait le corps d'un membre des Rock Machines dans des circonstances atroces. L'escalade devenait inévitable. Ce qui suivit défia toute logique. Des engins explosifs artisanaux commencèrent à apparaître devant des lieux publics, semant la terreur parmi la population. Des commerçants furent pris pour cible simplement sur la base de leur affiliation supposée. Même les prisons, censées être des lieux de sécurité, se transformèrent en véritables champs de bataille où se réglaient des comptes sanglants. Le point culminant survint en 1995. Daniel Desrochers, un enfant de 11 ans, jouait paisiblement près de son école quand une explosion violente le projeta contre un mur. Il succomba à ses blessures 5 jours plus tard, devenant malgré lui le symbole innocent de cette folie meurtrière qui avait envahi les rues de Montréal. Pendant ce temps, Vito Rizzuto observait les événements depuis le confort de son manoir. Il continuait à approvisionner les Hells, convaincu de garder le contrôle sur cette machine qu'il avait lui-même contribué à créer. Ce fut une erreur fatale, car à force de jouer avec le feu, il allait finir par se brûler. 2006. Après une enquête de 5 ans, baptisée Opération Colisée, 86 arrestations simultanées secouent Montréal. Vito Rizzuto est extradé vers les États-Unis pour des faits remontant à 25 ans plus tôt. En détention, il apprendra la mort de son père Nicolo, abattu dans sa propre maison, puis celle de son fils Mick, disparu sans laisser de traces. Son empire s'effritait jour après jour. À son retour en 2012, Montréal a changé. Les Hells Angels, libérés de toute tutelle, se sont divisés en factions rivales. De nouveaux acteurs émergent, plus imprévisibles. Vito tente de reconstruire, mais le 23 décembre 2013, il meurt soudainement à 67 ans. Officiellement, d'une infection pulmonaire. Beaucoup soupçonnent un règlement de compte définitif. Aujourd'hui, les vestiges de cet empire se disputent encore. Les Hells maintiennent certaines activités, mais doivent composer avec de nouveaux rivaux et des forces de l'ordre plus vigilantes que jamais. Quant au nom Rizzuto, il ne subsiste que sur quelques enseignes commerciales, et dans les mémoires, comme le dernier grand parrain d'une époque révolue.